faire arranger le réel plutôt que de travailler sur celui qui s'y trouve et qui y vit. J'aurais dû faire la chronique là-dessus. Seulement, je me suis aperçu trop tard de l'histoire. J'ai vu qu'un zoo de Auckland avait prévu de faire ça. Je m'en suis aperçu trop tard. Je l'avais déjà écrite. Et donc, voilà, je ne pouvais pas aller de l'autre côté. Voilà. Est-ce que vous avez envie le matin, et dans le livre, de changer la journée des gens c'est pas une prétention du tout, mais est-ce que vous dites, tiens, si ça pouvait changer la manière de commencer la journée de X ou Y personne, ce serait quelque chose de réussi pour moi? On ne peut pas s'empêcher de... Bon, il ne faut pas écrire en pensant à ça. Non. Parce que si on écrit en essayant de quantifier les effets qu'on peut produire, en fait, on s'ampute soi-même. On se prive soi-même justement de la force, entre guillemets, que peut donner le fait d'être absolument sincère ou complètement dans ses paroles, autant que possible. Donc, c'est très compliqué de s'amputer de ça. Il ne faut pas le faire. Mais je vous mens, Philippe, si je vous dis que je n'espère pas toucher un cœur, une oreille, produire plus qu'un accord, un bon désaccord bien loyal et sympa et courtois. Je reçois des trucs épouvantables parfois. Les gens ont tendance à tenir le désaccord pour une offense. J'essayais l'autre jour d'expliquer pourquoi on pouvait être musulman sans croire en Dieu, par exemple. Et à mon sens, j'ai reçu des masques à gaz à dire... Alors parfois c'est un peu décourageant, vous voyez, parce que vous faites l'objet d'une captation dans ces cas-là, c'est extraordinaire. Qu'un juif essaie de dire qu'on peut être musulman sans croire en Dieu. Je dis, je suis juif et je ne crois pas en Dieu, c'est pas un problème. Alors on peut discuter au moins. Il y a les éléments d'une discussion intéressante, là, il se passe quelque chose. Oui, on peut être musulman sans croire en Dieu. Non, il me disait, on ne peut pas être musulman sans croire en Dieu, parce que le premier pilier de l'islam, c'est l'unicité de Dieu et c'est la prophétie de Mahomet. Oui, d'accord, ok, d'accord. Mais ça, on peut le signer, tout le monde peut le signer, moi aussi je peux le signer. Ce n'est pas un certificat, l'islam. On peut adopter tous les comportements du croyant sans croire. Qui jugera la vérité des cœurs? Un homme dont la foi est sincère et qui s'enivre et qui ne prie pas 5 fois par jour, peut-être qu'au regard de la vérité, il est plus près de l'islam que celui qui accomplit tous les rites spectaculaires du monothéisme sans pour autant y adhérer dans le fond de son cœur, mais qui le fait parce qu'il a peur ou parce qu'il y trouve son intérêt. Donc moi j'étais dans cette discussion-là, je disais l'islam c'est pas une religion seulement, c'est un monde avec la même proportion de connards et de gens bien, de génies et d'hypocrites que dans tout univers. Et faire passer cette idée-là était compliqué. J'ai eu du mal parce que la parole était immédiatement recouverte du « c'est un juif qui le dit ». Soupçon, et c'est surtout, c'est un bourgeois qui le dit, autre soupçon, et c'est surtout, c'est un ignare qui le dit. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je n'y connais absolument rien. Mais en revanche, ce que je connais, ce sont d'excellents musulmans qui ne croient pas en Dieu. Et où sont-ils ceux-là? Qui sont-ils? Ce sont des apostats? Ce sont quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'était aussi faire droit à cette dimension-là. Et puis, le simple fait de dire « je crois en Dieu », ça veut dire « je doute en Dieu », c'est l'expression de Guitry. Si vous savez, vous ne croyez pas, vous savez que 2 et 2 font 4. Si vous croyez en Dieu, c'est bien qu'il y a votre savoir est tempéré par un petit peu de doute, de scepticisme. Et ce scepticisme-là est une matière intéressante, est un objet d'étude. Alors, quand on est sur des sujets qui sont comme ça, des sujets un peu tendus, légèrement irascibles, susceptibles, si vous voulez, c'est très compliqué de faire entendre une parole qui est une parole loyale et de faire entendre surtout qu'un désaccord n'est pas un problème. Au contraire, le problème, c'est l'absence de désaccord. Le problème, parce que des gens qui ne sont pas en désaccord n'ont rien à se dire. L'absence de vérité. Le problème, c'est le sentiment de vérité et c'est le désir qu'on a de se retrouver avec des gens qui pensent comme nous. On croit que Twitter, par exemple, c'est un espace de dialogue. C'est le contraire. Twitter est un espace dont les procédures et dont les comportements confinent justement à l'exclusion du désaccord, autant que possible, et à la construction de communautés. Donc, conserver dans un réseau social l'ouverture nécessaire au désaccord, tout en bloquant ceux qui insultent votre mère, si vous voulez, est un exercice délicat, mais c'est un enjeu démocratique. C'est l'enjeu tocquevillien d'occuper l'espace public. Tocqueville aurait parlé des réseaux sociaux comme il a parlé des associations et des partis politiques. Alors, la fin de notre rencontre est venue et en vous écoutant depuis... Ça passe souvent trop vite, nos affaires. Et là, je me disais...
que de virtuosité, que de brio, comme Ça commence mal. Hein. comme non, pas du tout. Non, vous allez voir, non, pas du tout. Non, pas du. Quelle capacité comme ça à bouger, changer, provoquer, rechercher, animer, donner confiance. C'est un exercice d'une virtuosité incroyable. Alors je me disais, qu'est-ce que va faire Raphaël Enthoven quand il sera grand? Que va-t-il faire? Non, je vous pose sérieusement la question. Plus grand. Que va-t-il faire de tous ces talents immenses, etc., dont on voit qu'il y a une limite? Qu'est-ce qu'il va faire quand il sera... Voilà. Je vais vous dire, je suis né vieux. Ça, c'est possible. Oui, je suis né vieux. Je me suis marié à 20 ans, d'ailleurs. Mais je suis né vieux. Et j'ai le sentiment, ou l'espoir, c'est peut-être le seul espoir que je me connaisse, que la jeunesse m'attend. Viendra. Voilà. Et donc, quand je serai grand, c'est-à-dire quand je serai enfin petit, comme Benjamin Button, si vous voulez. J'aime l'histoire de Benjamin Button. Les Enthoven fonctionnent comme ça. C'est une transmission, ça se passe c'est une transmission inversée, ça se passe du fils au père. Je suis né vieux, donc j'espère rajeunir suffisamment. Techniquement, Tant de brio doit trouver une expression. Techniquement, je travaille sur un chapitre de Montaigne, qui est le chapitre 8 du livre 3 des Essais, dans lequel Montaigne parle de l'art de conférer, dans lequel Montaigne a cette proposition qui, pour le coup, devrait être en démocratie brandie en permanence. Il dit, quand je discute avec mon interlocuteur, ce qui compte, c'est la victoire que je remporte sur moi-même en changeant d'avis sous l'effet de ses arguments, plutôt que la victoire que je remporte sur lui à cause de sa faiblesse. Ça n'a aucun intérêt. C'est une victoire qui ne conforte que mon orgueil. En revanche, la victoire que je remporte sur moi-même en changeant d'avis, là, cette victoire-là est fondamentale. Moi, je voterai des deux mains pour un homme politique capable de dire ça. Qui dirait à l'autre, je ne sais pas moi, Monsieur Macron, c'est vous qui avez raison, et l'autre répondrait, mais non, Monsieur Fillon, c'est vous. Même si cette deuxième phrase est difficile à dire quand même. Mais, je dois dire. Ça, j'ai remarqué que Fillon, il en prend pour son grade. Hein, non, écoutez, il y a un moment, là pour le coup. Non, on a avec Fillon, non, mais j'ai on est en remarqué que présence d'un cas. là, vous l'avez. Mais l'avantage de Fillon, mitraillé. c'est la position du chroniqueur est une position de stricte neutralité. Oui, c'est ça. On n'a pas le droit de donner son avis. Mais on fait une exception Fillon. Parce que c'est quand même fou. On a avec Fillon un cas de figure extraordinaire. Quand on travaille sur la post-réalité ou sur la post-vérité, on a quand même un homme qui, le 26 janvier, dit « si je suis mis en examen, j'y vais pas » et qui, le 26 février, au jour près, vous dit « si je suis mis en examen, j'y vais quand même ». Et qui après traite de menteurs les gens qui s'en étonnent. Et vous êtes là et vous regardez ça et vous vous demandez si ça va passer ou pas. Vous essayez de voir comment ça fonctionne, comment ça va faire, comment ça va cristalliser pour passer. Et après, on vous regarde et on vous traite de bobo parisien. Vous voyez pas le rapport? Même pas mal, le bobo. Non, Fillon est devenu beaucoup plus intéressant que lui-même. Oui, c'est un personnage. Mais Fillon, la campagne de Fillon est très, très, très intéressante et elle va beaucoup plus loin que lui-même. Fillon est devenu un symbole. Fillon est devenu très intéressant. J'étais l'autre jour dans la Sarthe. J'ai discuté avec des entrepreneurs et c'était intéressant parce que j'étais payé pour, je ne faisais pas campagne. Et c'était intéressant parce qu'ils avaient comme sujet, ils disaient « Aime ton travail et tu ne travailleras plus jamais ». Je dis « Les mecs, vous êtes au Mans et vous vous donnez cet intitulé-là » et c'était un nid filloniste et ils ne s'étaient pas aperçus de ce qu'ils avaient dit en fait. On a ri. C'était bien parce qu'on a ri en fait. Non, Fillon, je ne sais pas pourquoi on est parti sur Fillon. Si, parce que... Courage, Fillon. C'est la réputation qu'il avait jusqu'au mois de janvier. Et alors, il y a aussi autre chose, il ne faut pas faire de jaloux. Vous avez ce qui est intéressant, alors bon, les supporters de Fillon naturellement sont édifiants, ils sont contre la liberté de la presse aujourd'hui. Cette presse bobo gaucho patatoïde comme il dit. Alors vous avez les supporters de Marine Le Pen qui ont un autre discours très intéressant aussi, parce que eux ils sont pas encore atteints. Donc eux le déni fonctionne encore non, je parle pas de la candidate et de son programme, chacun se détermine sur les programmes, mais l'histoire des mises en cause en fait. Et alors, quand on demande à un supporter du Front National pour quelle raison il vote Marine Le Pen, et j'ai vu ça. Réponse, je vote Marine Le Pen parce que les autres sont tous corrompus.
À quoi le journaliste a fait objecter que Marine Le Pen était elle-même mise en cause dans 4 affaires. Réponse du supporter, et qui ne l'est pas. C'est un philosophe. C'est un philosophe qui était là. Non, c'est pas un philosophe. C'est quelqu'un qui a décidé avant de délibérer. Ce qui était une cause au début de la phrase est devenu un alibi à la fin de la phrase. C'est génial. La campagne pour ça, c'est génial. La campagne pour ça, il faut pas oublier de rire quand même de ça. Il faut pas oublier de se marrer. Quand vous entendez Chartier dire à l'oreille de Retailleau, devant le micro ouvert, dis 200 000. Ah oui, Au Trocadéro. Et Retailleau qui dit, camarades, vous êtes 200 000, avec la voix qui se brise un peu. Et qu'on a une intox prise sur le vif comme ça, et que ce qui veut rien dire 200 000 places du Trocadéro, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est comme dire juste 3 impossible, millions, quoi. oui. C'est sur le champ de Mars, si vous voulez, mais enfin bon. Et vous assistez à ça, vous entendez ça, et ça passe. La vraie question, c'est pourquoi ça passe. Le vrai truc, c'est comment ça passe. Comment ça peut passer? Les fake news, ça se passe aux États-Unis. C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. C'est génial. Il suffit de dire quelque chose pour que ça devienne une alternative à la vérité. Mais alors, tu vois, c'est intéressant parce que cette histoire de faits alternatifs, par exemple, on a beaucoup parlé des faits alternatifs avec Kellyanne Conway, qui devrait faire la campagne de Fillon, qui est formidable quand elle a dit « Ce ne sont pas des mensonges. Non, il y avait plus de monde à l'investiture de Trump qu'à celle d'Obama. Ce sont des faits alternatifs. C'est-à-dire que dans un monde meilleur, c'est le cas. Et c'est le monde meilleur qui existe, puisque c'est celui que j'aime. » Ce qui était intéressant, c'est que quand elle a brandi l'expression de fait alternatif, mes camarades de Philomag ont un peu rapidement, je dois dire, plaqué cette phrase sur l'idée nietzschéenne qu'il n'y a pas de fait, mais que des interprétations. Nietzsche a dit il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Il dit ah, tiens, Trump est-il nietzschéen? C'est bon ça. Ça fait du bon. Ça fait une belle couverture. Elle est bonne, la couverture. Et le problème, c'est que ça ne marche pas du tout. Parce qu'en fait, la proposition de Nietzsche est de dire que ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de faits ou qu'il ne se passe rien. Bien sûr qu'il y a des faits, mais les faits sont inséparables du sens qu'on leur donne. Et les faits sont inséparables de l'interprétation qui les accompagne et qu'ils suscitent et qu'ils éveillent. Il n'y a pas de neutralité, dit Nietzsche. Donc dire il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations, c'est dénier à quelqu'un le droit de savoir ce qu'il en est de la vérité d'un fait. Alors que elle fait exactement le contraire, Choupette, avec son histoire de faits alternatifs. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Elle dit les faits alternatifs, ce sont les faits qui doivent recouvrir les faits réels. Donc c'est une façon de clore le débat. Donc le fait alternatif clôt le débat, alors que le perspectivisme nietzschéen l'ouvre. Donc c'est important de combattre pour ces nuances-là. Parce qu'après, vous écrasez une pensée sur une autre parce que ça fait chic. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut qu'on combat pour des nuances. Raphaël Enthoven, on avait dit que vous étiez un virtuose, un premier violon de la philo, mais franchement, là, vous avez un beau programme. Vous aviez un beau programme aujourd'hui. Franchement, c'était formidable. On a bien compris qu'entre Gaucher et vous, il y avait 2 façons différentes de voir la philosophie, probablement. Encore que je vous me lui dois rappeliez... énormément à Marcel Gaucher. Mon premier article dans une revue, c'était donc dans le débat. J'ai mis 3 mois à l'écrire parce que j'arrivais avec ma copie dans son bureau toutes les semaines. Il regardait, il disait c'est bien. Je dis merde. C'est bien, mais ça va pas, ça va pas. Et il pointait les 17 trucs qui n'allaient pas. Cet homme-là a passé plusieurs heures de son existence à corriger ma copie sur Matrix. C'était un article sur Matrix. Corriger ma copie, c'était un long papier dans le débat, c'était 25 pages. Sur Matrix, il a passé des heures à corriger ma copie, à reprendre ma copie, à m'aider à le faire, à lui donner le jour, etc., etc. Tant et si bien que je n'oublierai jamais le jour où il m'a dit « Bon, ça va, on peut y aller maintenant ». Après 3 mois de labeur, ça a été très important pour moi. Ça a été très important, une bonne partie de... Je suis très, très reconnaissant à Marcel de ce souvenir-là, indépendamment de son œuvre qui est importante. Avec des vues différentes, on voit que finalement, il y a quand même quelque chose qui existe de commun dans la philosophie, même si les approches sont différentes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir comme toujours. Merci, franchement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Heureux d'avoir passé 2 jours avec vous. Et portez-vous bien.